à ceux qui nous retrouvent à cette heure-ci. C'est l'heure de Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et sénatoriale et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. La reconstruction de la droite va prendre du temps. Déclaration de Gérard Larcher hier à l'issue d'une réunion autour des ténors de la droite et du centre. Une annonce à retenir, la tenue d'une grande convention nationale en octobre. Objectif, proposer une alternative aux Français autour d'un rassemblement avec le centre et les territoires. Comment lutter contre les déserts médicaux? Comment garantir un meilleur accès aux soins pour tous? Ces questions sont au cœur des débats de l'examen de la loi santé en ce moment au Sénat. Et pour y répondre, deux logiques s'affrontent, l'incitation ou des mesures coercitives pour réguler l'installation des médecins, mesures que rejette le gouvernement. Le retour de la réforme constitutionnelle, le texte va être examiné d'ici la fin du mois en Conseil des ministres. Il prévoit notamment la baisse du nombre de parlementaires. Pour y arriver, le gouvernement veut renouveler intégralement le Sénat en 2021. Hors de question pour les élus de la Chambre haute. La reconstruction de la droite va prendre du temps. Déclaration de Gérard Larcher hier à l'issue d'une réunion autour des ténors de la droite et du centre. Une annonce à retenir, la tenue d'une grande convention nationale en octobre. Objectif, proposer une alternative aux Français autour d'un rassemblement avec le centre et les territoires. Marie Brémaud et Fabrice Cunet. L'image à tout d'une photo de famille pour célébrer cette réunion de la droite et du centre. Une image donc, mais dans les mots, cela reste flou. La situation politique nous place face à un défi démocratique que nous avons décidé de relever ensemble. Nous avons eu le plaisir, c'est vrai, de nous retrouver, de nous écouter, d'échanger, de partager. Tout ça pour ça. En fait, la droite veut aussi son grand débat. Nous avons unanimement décidé de nous rassembler dans notre diversité pour organiser dès ce mois de juin des conventions régionales, départementales et locales qui s'achèveront par une grande convention nationale en octobre avec l'objectif de proposer une grande alternative aux Français. Des conventions territoriales auxquelles sont invités les corps intermédiaires et les associations. À croire que face à la tempête, on s'inspire de la méthode macroniste. Et pourtant, avant ces 3 heures de réunion, les enjeux semblaient importants. Je pense que avant de répondre à la question c'est qui la droite, il faut répondre à la première question, c'est quoi la droite? Et donc il y a un peu de travail de fond et viendra ensuite le temps des élections. Voilà. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Pour les réponses, en revanche, il est urgent d'attendre. Le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, députés et sénateurs n'ont pas réussi à s'accorder sur un texte commun. Le texte devra donc revenir en nouvelle lecture dans les deux chambres, puis l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Un tout autre sujet maintenant, comment lutter contre les déserts médicaux, comment garantir un meilleur accès aux soins pour tous. Ces questions sont au cœur des débats de l'examen de la loi santé en ce moment au Sénat. Pour y répondre, deux logiques s'affrontent, l'incitation ou des mesures plus coercitives pour réguler l'installation des médecins, mesures que rejette le gouvernement. Explication Jonathan Dupriez. La question des déserts médicaux a une nouvelle fois divisé les sénateurs. Pour inciter les médecins à s'installer en zone désertifiée, de nombreux parlementaires ont défendu des amendements allant dans le sens d'une plus grande régulation. Tous les dispositifs que l'on nous propose depuis 10 ans ont tous un point commun. Ils reposent uniquement sur des dispositifs incitatifs. Et force est de constater qu'ils ne sont pas suffisants. Que les professionnels aillent là où on les attend, là où il y a des malades, là où il y a des citoyens qui attendent. Certains vont même plus loin en proposant de jouer sur le niveau de remboursement des patients dans les nouveaux cabinets qui s'installeraient déjà en zone surdotée. Elle s'applique déjà cette régulation aux pharmaciens, aux infirmiers, aux masseurs kinésithérapeutes et pourquoi pas aux médecins généralistes et aux spécialistes. Expliquez pourquoi. Le rapporteur du texte, Alain Milon, est lui très opposé à ce type de mesures. La Commission n'est pas favorable à la définition de mesures restrictives au conventionnement, ne serait-ce qu'en raison de leur faible efficacité en pratique, voire de leur caractère contre-productif. Au cours de la soirée, la ministre de la Santé est attaquée à plusieurs reprises sur l'absence de remède face aux déserts médicaux. Elle répond aux sénateurs sur le ton de l'émotion. Je le vois depuis le premier jour dans tous mes déplacements. La tâche est terriblement rude.
La douleur dans les territoires, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas les seuls à la sentir, vous n'êtes pas les seuls témoins des territoires. Les discussions sur le projet de loi vont se poursuivre jusqu'à demain. Les sénateurs doivent encore examiner la question des hôpitaux de proximité ou encore de la généralisation des données numériques de santé. Voilà, nous poursuivons l'examen de l'actualité parlementaire ce matin avec dans un instant l'interview politique. A tout de suite. Bonjour Michel Savin, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de l'Isère et bienvenue sur ce plateau ce matin. Bonjour Michel Savin. Avant d'évoquer avec vous la loi santé, puisque vous avez déposé plusieurs amendements à cette réforme, j'aimerais qu'on évoque avec vous la situation de la droite. Une réunion, on l'a vu, cette hier, Gérard Larcher, à l'issue de cette réunion, a annoncé la tenue en octobre d'une grande convention nationale de la droite et du centre. C'est une sorte de grand débat à droite, c'est ça? Vous en espérez quoi de cette initiative ? Tout d'abord, moi, je tiens à saluer l'initiative de Gérard Larcher. Au lendemain de l'élection européenne, notre famille politique était devant une situation qui risquait de la voir disparaître. Donc, il y avait urgence à prendre des décisions qui puissent remobiliser notre électorat, les élus locaux, mais aussi l'ensemble des Français et des Françaises qui partagent nos idées et nos valeurs. Gérard Larcher a présenté cette solution et je crois que c'est une bonne initiative de repartir de la base. Une reconstruction, elle se fait sur les fondations, donc d'aller écouter les Français. Mais surtout, je pense que, moi, quand je regarde les élections et présidentielles et européennes, on s'est trouvé devant deux élections où les Français n'ont pas eu de débat. C'était des élections où... pour la présidentielle, avec un deuxième tour où on n'a pas débattu des enjeux de la France, et pour les élections européennes, une élection qui s'est focalisée sur pour ou contre Emmanuel Macron ou pour ou contre Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, désormais, il est temps de débattre à droite et que ça n'a pas été fait avant. Alors, cette grande alternative, elle devra prendre sa source dans les territoires et à leur initiative. Ce sont les mots de Gérard Larcher, du président du Sénat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'aller de nouveau, mais ce qu'on fait tous les jours, nous, élus de terrain, députés comme sénateurs, comme les élus locaux, d'aller rencontrer, donc de rassembler toute cette famille politique, de nouveau de débattre de tous les sujets. Et je crois que l'enjeu aussi, là, il est d'avoir un positionnement politique. On a aujourd'hui, on l'a vu dans les derniers débats, parfois le sentiment que sur certaines politiques, on est trop classé sur l'aile droite de l'échiquier politique. Et sur les questions économiques, les Français disent c'est à peu près ce que dit aujourd'hui le Rassemblement national, Emmanuel Macron et En Marche. Donc, et par contre, c'est pas le cas. Il faut qu'on incarne une force qui soit en capacité de porter un projet qui soit aussi bien sur le volet économique, sociétal, environnemental, que sur les sujets de sécurité et d'immigration. Donc, les Français ont besoin d'avoir aussi un parti politique qui réponde à leurs attentes. Et je pense que là, peut-être qu'on n'a pas été au moment de cette élection à la hauteur. Sur ça précisément, sur la ligne, ce que disait Laurent Wauquiez hier dans une interview, il dit attention de ne pas faire de ce parti un grand parti mou de centre droit. Est-ce que c'est pas vers ça qu'on se dirige ? Non, moi je pense pas qu'on peut être un parti mou de centre droit lorsqu'on aborde des sujets qui aujourd'hui interpellent les Français, de parler d'économie, mais dans le même temps aussi d'avoir un positionnement sur la sécurité, l'immigration, mais aussi sur l'environnement, sur la question de la jeunesse aujourd'hui qui est souvent absente des débats politiques. C'est pas d'être dans une position molle. Alors sur la direction, sur l'organisation du parti, on parle d'une direction collégiale, peut-être d'une démission collective d'ailleurs du bureau. Est-ce qu'elle est là la solution pour les Républicains, pour éviter une guerre des chefs ? Est-ce qu'il faut rassembler ce parti ou au contraire faire complètement table rase et reconstruire ? Moi je pense que la priorité, encore une fois, c'est pas la personne qui va être à la tête du parti. Ça, on aura toujours le temps de le désigner lorsqu'on aura défini un projet politique, une ligne politique. Je pense que les Français aujourd'hui nous attendent là-dessus. Si c'est simplement de chercher la femme ou l'homme
providentielle, moi, j'y crois pas. Moi, je crois plutôt que les Français, aujourd'hui, attendent d'une formation politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une force politique qui soit une alternative à la majorité actuelle et qu'on ne soit pas à chaque élection devant un dilemme entre choisir entre le Front National, Rassemblement National et la République en marche. Très rapidement, toujours cette question. Qu'est-ce que vous dites aux maires, les Républicains qui sont tentés justement de rendre leur carte et de rejoindre que ce soit le Rassemblement National ou bien En Marche? D'abord, une remarque, je trouve assez arrogant l'attitude de députés européens ex-LR qui menacent un petit peu les maires de dire attention, si vous n'êtes pas soutenus par la majorité, vous êtes les ennemis d'Emmanuel Macron. Je trouve ça d'une arrogance et que j'appelle chacun à garder un petit peu de distance par rapport à ça. Moi, je dis surtout aux élus locaux, vous avez un bilan, vous avez une équipe, vous avez les élections municipales, c'est sur un projet territorial. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport aux maires dans toutes les communes, villages de France qui ont fait un très bon travail et qui sont en train de se préparer pour une nouvelle élection. Je pense que les électeurs ne se trompent pas d'élection. Les électeurs vont aller choisir une équipe municipale et un maire et sur un bilan et sur un projet. Michel Savin, parlons de la loi santé qui est en ce moment en examen au Sénat. Vous avez déposé plusieurs amendements, notamment sur le sport, sur ordonnance, un sujet qui vous tient à cœur. Ça peut changer quoi de se faire prescrire du sport par son médecin? Cet amendement que nous avons déposé, nous sommes plusieurs à l'avoir co-signé, il part surtout d'un constat. Aujourd'hui, nous avons rencontré lors d'auditions beaucoup de professionnels de la santé qui nous disent tous les bienfaits de la pratique d'activité physique et sportive dans le cadre de traitement de certaines maladies. Or, aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, ce n'est pas encore reconnu aujourd'hui en termes de prescription. Donc, nous souhaitons expérimenter, l'amendement c'est d'expérimenter cette mesure à l'échelle d'une région pour en mesurer l'impact aussi bien en termes budgétaires, mais aussi sur du moyen et long terme, sur l'aspect santé publique. Lorsqu'on me répond aujourd'hui que c'est une mesure qui va coûter cher, peut-être qu'elle coûtera cher la première année, mais mesurons économiquement les gains que ça va avoir sur 3 ou 4 ans, un patient qui consommera moins de médicaments, ça sera aussi une économie pour la sécurité sociale, mais aussi le bilan en termes de santé publique. Pour finir, un autre mot sur un autre sujet important dont nous allons parler, la réforme constitutionnelle. Dans cette perspective, le Sénat, on a appris hier, le Sénat, l'article 15 de cette nouvelle mouture de la réforme constitutionnelle, pour être renouvelé intégralement en 2021. Vous qui êtes sénateur, vous y voyez quoi? C'est une provocation de l'exécutif? C'est une déclaration de guerre? Hors de question, vous dites? Non, j'espère que ce n'est pas une déclaration de guerre et que ce n'est pas un règlement de compte entre le gouvernement, le président de la République et le Sénat. Je pense que d'abord, Gérard Larcher nous l'a rappelé encore hier matin, il y a à respecter les institutions. Oui, il y a une discussion en ce moment entre le Sénat et le gouvernement sur cette réforme. Le Sénat n'est pas fermé, et Gérard Larcher l'a dit, la majorité sénatoriale l'a dit, à une diminution du nombre de parlementaires en respectant un minimum, c'est-à-dire que tous les territoires... Absolument, mais sur la question précise du renouvellement intégral en 2021, qu'est-ce que c'est? C'est un passage en force? C'est une position qui est claire du Sénat, c'est non. C'est pas possible. Il n'y aura pas d'accord sur cette question. Il n'y aura pas de position faible du Sénat là-dessus. C'est pas possible de réduire un mandat. Qu'on puisse travailler sur l'allongement du mandat des sénateurs qui doivent terminer leur mandat en 2020 pour le prolonger en 2021, ce qui leur permettra aussi d'être mieux en connexion avec les nouveaux élus qui vont être élus en 2020. Et ça permettra à ces sénateurs qui seront en campagne de pouvoir rencontrer les élus locaux, mais que le mandat qui doit se terminer en 2023 aille jusqu'au bout et qu'il y ait un renouvellement après de tous les 3 ans. On ne doit pas remettre en cause, et si c'est l'objectif du gouvernement, c'est d'affaiblir le Parlement, c'est un mauvais calcul. C'est dit. Merci. On va parler de l'Isère, votre circonscription. 30 sites naturels en Isère. La campagne estivale des espaces naturels sensibles est lancée. Alors, c'est les bienfaits du sureau noir et de la bardane dont il va s'agir. Vous voulez quoi? Que l'Isère devienne une terre touristique aussi? L'Isère est une terre touristique, peut-être pas assez connu, mais l'Isère a des sites naturels, oui. A des sites naturels extraordinaires entre la montagne, les lacs, la plaine et le département de l'Isère, avec son président Jean-Paul Barbier et toute son équipe, Chantal Carlios, la vice-présidente, font un énorme travail depuis quelques années pour développer le tourisme en Isère et je pense que c'est de bon augure. Nous avons eu une nouvelle importante, Tony Parker qui vient de racheter la station de Villard-de-Lans. Là aussi, ça va être un booster parce qu'en termes de médiatique, ça va faire parler, bien sûr, sur les stations du Vercors, mais ça va rejaillir sur l'ensemble de l'Isère.
Merci beaucoup Michel Savin, sénateur LR de l'Isère. Merci beaucoup Michel Savin. Un tout autre sujet maintenant, le retour de la réforme constitutionnelle. Le texte va être examiné d'ici la fin du mois en Conseil des ministres. Il prévoit notamment la baisse du nombre de parlementaires. Pour y arriver, le gouvernement veut renouveler intégralement le Sénat en 2021. Hors de question pour les élus de la Chambre haute. Explication Sandra Sarkera. Le gouvernement prévoirait bien un report des sénatoriales à 2021 au lieu de 2020, avec un renouvellement intégral du Sénat pour appliquer en une seule fois la réduction de 30% du nombre de parlementaires. L'exécutif accentue donc la pression, mais la résistance est forte du côté du Sénat. Le renouvellement total du Sénat, c'est anticonstitutionnel. Il est prévu que le Sénat soit renouvelé par moitié et je pense qu'il est nécessaire qu'il soit renouvelé par moitié. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de la continuité des institutions plus que jamais et c'est un projet qui ne me paraît pas raisonnable. Les sénateurs élus en 2014 se verraient donc accorder 1 an de plus avec une nouvelle élection en 2021 et non pas en 2020, tandis que ceux élus en 2017 verraient eux leur mandat raccourci de 2 ans. Certains font remarquer que ce renouvellement complet du Sénat interviendrait après les municipales de 2020, des élections qui devraient permettre à LREM d'augmenter son nombre d'élus municipaux et donc de grands électeurs au sénatorial. Tout ça, c'est certainement l'objet de considérations politiciennes, hypothétiques. On ne peut pas trafiquer la démocratie. Le projet de loi constitutionnelle doit être présenté dans 1 mois en Conseil des ministres. En attendant, les discussions reprennent. Cette semaine, Marc Fesneau et Nicole Belloubet recevront les chefs de file des groupes parlementaires des 2 assemblées. Voilà, on poursuit le décryptage de l'actualité, notamment sénatoriale et politique, avec dans un instant l'œil 2. Voilà, il va arriver dans un instant. C'est Jean-Philippe Derosier qui est ce matin notre invité pour décrypter cette actualité. En attendant, Savery, on va parler de la réforme. Voilà, il est là. On va parler de la réforme des institutions. Comment allez-vous, Jean-Philippe Derosier? Réforme des institutions au programme ce matin avec vous. Bonjour. Et la dissolution du Sénat. Bonjour Jean-Philippe. On va parler avec vous donc de cette réforme des institutions qui sera examinée d'ici la fin du mois par le Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version du texte? Rien ou presque. Le gouvernement et le président de la République, parce que c'est lui qui a l'initiative de la révision constitutionnelle, reprend le texte qui avait été interrompu au mois de juillet dernier, l'a un petit peu épuré d'éléments bloquants qui concernaient notamment le Parlement, revient notamment sur la question du référendum, en élargit le champ aux questions de société, ainsi les appelle-t-il. Alors qu'est-ce que sont les questions de société? Ça n'a pas véritablement de qualification juridique, et réforme le RIP, le référendum d'initiative parlementaire, à la fois en l'ouvrant davantage, avec des seuils de soutien un peu plus faibles. C'est seulement 10% des parlementaires et non plus 20%. C'est 1 million d'électeurs et pas 10% du corps électoral. Donc là, ça semble plus simple. Mais le restreint, du fait de la mauvaise expérience du référendum ADP, en l'interdisant qu'il porte sur une loi promulguée depuis moins de 3 ans et sur un texte qui a le même objet qu'un texte qui est discuté au Parlement. Autre point sur lequel le gouvernement a revu sa copie, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Ça a été revu à la baisse, on passe de 30 à 25%. Oui, mais en réalité, il n'y a pas véritablement de grands changements. Effectivement, ce ne sont plus 30% ou 1/3 de baisse, mais 25%, donc un quart. Mais quand on se concentre notamment sur l'Assemblée nationale, de petites minutes, la proportionnelle n'est plus de 15, mais de 20%. Et ce qui fait qu'en réalité, le nombre de députés élus directement dans les circonscriptions, qui était un point d'achoppement quand même également au Sénat, Gérard Larcher, il tenait à ce qu'il y ait un certain nombre de députés élus directement dans les circonscriptions, reste également le même. On est à 340 à peu près, ce qui fait que beaucoup de départements n'auront qu'un seul député qui les représente. Jean-Philippe, venons-en maintenant au véritable casus belli. C'est le renouvellement complet du Sénat en 2021. Ça, c'est l'article 15. Une provocation, une menace de la part d'Emmanuel Macron. Sans doute, une façon peut-être pour lui de tirer profit des élections municipales à venir, même si on ne sait absolument pas ce qu'elles vont donner, mais aussi présenté comme une façon de garantir la constitutionnalité du texte, parce qu'il y a une réduction qui va être opérée au Sénat, et si cette réduction ne serait pas faite, j'emploie le conditionnel parce que c'est un argument de l'exécutif, mais qui n'est pas forcément partagé, ne serait pas faite de façon
immédiate et totale, le Conseil constitutionnel pourrait la censurer parce qu'il y aurait un déséquilibre progressif. Voilà. Mon analyse est que, s'agissant d'une transition, l'intérêt général pourrait justifier qu'on la fasse progressivement, conformément à ce qu'impose la Constitution. L'article 32 de la Constitution prévoit effectivement que le Sénat est renouvelé de façon partielle, par moitié aujourd'hui, par tiers autrefois. Cet article 32 concerne l'élection du président du Sénat, en précisant qu'il est élu à chaque renouvellement partiel du Sénat. Mais justement, les sénateurs sur cette mesure sont très clairs. Il n'en est pas question, on entendait dans le reportage Muriel Jourda qui nous dit que c'est anticonstitutionnel. Oui, c'est anticonstitutionnel parce que cet article 32 de la Constitution prévoit que le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. C'est le seul endroit où il est précisé que le Sénat se renouvelle partiellement. Et donc, un renouvellement intégral paraît poser problème. Mais précisons un point, si les sénateurs ne sont pas d'accord avec un renouvellement intégral, ça ne se fera pas. Parce que ça relève de la loi organique, c'est une disposition spécifique au Sénat et elle l'impose. La Constitution impose qu'une disposition organique spécifique au Sénat soit adoptée avec l'accord du Sénat. Est-ce qu'au final, un accord est possible entre le Sénat et l'Élysée au vu de cette nouvelle mouture du texte ? Ça me semble assez difficile. Ça me semble assez difficile principalement pour des raisons politiques. Parce que là, on est pris un petit peu par le calendrier. On est début juin, on nous promet un texte en Conseil des ministres début juillet, ce qui veut dire qu'il va arriver à l'Assemblée nationale pas avant le mois de septembre. On va rentrer dans ce qu'on appelle le tunnel budgétaire avec la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Il ne viendra pas au Sénat avant début 2020. Au mieux, on sera en plein débat pour la campagne des municipales et je ne vois pas les sénateurs faire un cadeau à l'Élysée et au président de la République en pleine campagne pour les municipales. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. de Rosier pour cet éclairage constitutionnel. On passe à l'agenda. Alors à 9h, il faudra suivre une table ronde importante sur la loi Egalim, la loi agriculture et alimentation, un événement organisé par la Commission des affaires économiques. Quel est le bilan de cette loi 6 mois après son entrée en vigueur? Le texte devrait permettre de mieux rémunérer les producteurs, mais aussi de renforcer la qualité sanitaire des produits. À 14h30, une audition importante, c'est Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui est auditionné par la mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie. Comment accompagner les entreprises en difficulté? Une problématique très actuelle, notamment en ce qui concerne bien sûr le cas d'Ascoval. Et puis enfin à 15h30, une conférence de presse sur les conséquences de la fraude documentaire sur la fraude aux prestations sociales. En clair, c'est Jean-Marie Van Ehrenberg, qui est rapporteur de la Commission des affaires sociales, qui rend son rapport sur cette question. Existe-t-il une fraude massive de fausses immatriculations à la sécurité sociale? Quel est le coût pour notre système? On parle de 14 milliards d'euros. C'est ce que conteste le gouvernement. Autant de questions auxquelles ce rapport va tenter de répondre. Voilà, merci Saveria pour l'agenda. On poursuit avec dans un instant la revue des unes de la presse quotidienne régionale, comme chaque matin. À tout de suite. On démarre avec cette revue de l'actualité à la une de la Voix du Nord. 3 enfants frappés par la foudre, 3 jeunes footballeurs hier. 3 jeunes footballeurs qui participaient à un entraînement à Saint-Nicolas-les-Arras mardi ont été frappés vers 18h30 par la foudre. 2 ont été transférés au centre hospitalier de Lille, dont 1 dans un état grave. L'état de cet enfant de 13 ans est jugé très préoccupant. Son pronostic vital est encore engagé. Un deuxième jeune footballeur a été emmené au CHU de Lille, mais pour des soins aux urgences pédiatriques. Une cellule de soutien psychologique a dans un premier temps été mise en place à même le stade pour les jeunes qui étaient à l'entraînement et leurs parents. Voilà, les cérémonies démarrent tout à l'heure. Il y a 75 ans, en Normandie. C'est la une du Télégramme. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient en Normandie pour une grande opération qui mettra fin à la Deuxième Guerre mondiale et à la domination nazie en Europe. La France va célébrer ce 75e anniversaire en présence notamment de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Mais avant cela, ce matin, c'est à Portsmouth qu'aura lieu la principale cérémonie, une manière de rendre hommage au rôle du Royaume-Uni dans la Seconde Guerre mondiale, un moment de l'histoire où le pays s'éloigne de ses anciens alliés, la reine Elisabeth II, le prince Charles, la première ministre britannique Theresa May et les représentants de 15 pays assisteront à cette commémoration, parmi eux Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Matignon. Voilà, à la une de DNA, halte au gaspillage, un projet de loi, bien sûr, les invendus doivent survivre. En finir avec la destruction des invendus non alimentaires, la destruction des invendus comme les vêtements, l'électroménager, les produits d'hygiène ou de beauté. Un des cas emblématiques du gaspillage va être interdit d'ici 4 ans en France, annonce du Premier ministre Édouard Philippe. Cette mesure présentée comme une première mondiale vise à imposer de donner ces produits ou de les recycler. Aujourd'hui, plus de 600 millions d'euros de produits non alimentaires, neufs et invendus, sont jetés ou sont détruits chaque année selon Matignon. À la une de la Dépêche du Midi, le grand quotidien d'Occitanie, ce sont les Français qui sont de plus en plus bio. Ils s'alimentent mieux. L'Occitanie est la région la plus bio de France avec 5000 nouvelles exploitations vertes. Le bio bat des records. Un agriculteur sur 10 travaille désormais sans aucun pesticide. Les derniers chiffres montrent que les agriculteurs français sautent de plus en plus le pas pour se convertir à l'agriculture bio. Mais ils restent dépendants des primes à la conversion. Ces aides représentent en moyenne la moitié de ce que gagne un agriculteur. Merci Saveria et on vous retrouve demain. Au revoir. Très bonne journée et à demain. Très bonne journée à tous. On continue ensemble. Dans un instant, la météo des territoires. Vous allez voir le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Puis on se retrouve après le Zap Matin de Christophe Combarieux. Et là, il y aura le résumé de ce qui s'est passé dans les matinales d'infos chez nos confrères ce matin, mais également dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier au soir. A tout de suite. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Rendez-vous a été donné en terrain neutre. Tous les ténors de la droite se retrouvent dans un hôtel à 2 pas de la Tour Eiffel pour une grande introspection. Je ne vois pas en quoi nous aurions à être autour de la table. La droite avait à laver son linge sale, à essayer d'en faire du linge propre, à se différencier définitivement de l'extrême droite et qu'après on verrait. Nous en appelons à tous les électeurs qui sont patriotes, qui sont sincères, attachés à l'identité au modèle social français, de nous rejoindre pour faire face à ce bloc élitaire d'Emmanuel Macron et surtout construire l'alternance. Cette initiative est une bonne initiative, elle n'est pas suffisante parce qu'il faut aussi reconstituer l'organisation d'une flottille, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un vaisseau amiral, et le vaisseau amiral c'est les Républicains. J'ai souhaité effectivement lancer cet appel à l'adhésion, à ce que des gens puissent nous rejoindre, parce qu'on présente une offre politique qui est claire, parce que les gens ont pu constater que l'on mène un projet pour transformer le pays, pour faire avancer les choses. Rejoignez-nous. J'ai trouvé scandaleuses et honteuses les menaces, le chantage, les intimidations dont le gouvernement a fait preuve ces derniers jours vis-à-vis des maires. Je tiens à le dire, les maires incarnent dans les territoires des valeurs d'engagement. Nos maires, c'est la droite d'aujourd'hui, celle qui s'élargit, celle qui rassemble. Chacun veut constituer sa petite PME, telle Valérie Pécresse, avec qui on ne peut pas parler. Elle vient au bureau politique et dès qu'on n'est pas d'accord avec elle, elle se lève, elle s'en va, elle ne répond même pas aux SMS. J'appelle aujourd'hui la droite à se moderniser, à rester sur ses fondamentaux qui sont l'attachement à l'ordre républicain et à la responsabilité individuelle, mais à se déringardiser, à s'ouvrir, à s'élargir, à se moderniser. Comment voulez-vous être audible quand vous avez matin, midi et soir sur les plateaux depuis 1 an et demi des gens qui nous disent « Ah mais c'est trop à droite, oh mais ça va pas, mais ça…» C'est pas vrai. En fait, ils ont un espèce d'état d'esprit du temple solaire que je n'ai pas. Un préavis de grève a été lancé par plusieurs syndicats le jour de l'épreuve du bac, une grève de la surveillance. C'est une menace qui est souvent brandie par les syndicats, qui est rarement appliquée. Ça fait 15 ans que ça n'avait pas eu lieu. Et vous voulez aller plus loin puisque vous réfléchissez à créer un groupe dissident à l'Assemblée nationale.
Non, Vous êtes un fondeur ? je réfléchis comme un certain nombre de mes collègues, députés ou non d'ailleurs, à des initiatives collectives qui permettraient de faire prendre conscience à ce parti politique qu'il n'est plus qu'une petite faction de la droite française. Le 17 juin, les choses se feront normalement. Elles se feront parce que les effectifs seront remplacés. D'abord, ce n'est pas tous les syndicats qui appellent à la grève, heureusement, et par ailleurs, j'adresse tout simplement un message qui est toujours un message de très grande estime à tous les professeurs de France. Ne tombez pas dans ce panneau, si je puis dire. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain aux mêmes heures, bien sûr. Mon invité politique demain, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Bonne journée à tous. Rendez-vous demain. Au revoir.